Bonjour à tous. Alors, je suis très content de commencer par vous présenter Madame Anna Giglione. Madame Giglione est professeure agrégée au département de philosophie et au Centre d'études de l'Asie de l'Est de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse depuis longtemps à l'anthropologie d'inspiration durandienne en lien avec la sinologie, donc avec les approches culturelles chinoises. La pensée chinoise, pour elle, qui est à la fois philosophie et imaginaire. Alors, l'approche intégrante de M. Durand, pour elle, donc, devient une source inépuisable d'inspiration méthodologique. Alors, elle a participé à de nombreux congrès, elle a écrit plusieurs articles, et j'ai le plaisir maintenant de lui laisser la parole. Madame. Alors, merci beaucoup, et je vais donc vous présenter un peu l'interaction que j'ai pu établir entre la pensée chinoise et la méthodologie épistémologique de Gilbert Durand. Je souligne qu'il s'agit plutôt d'une interaction avec une extension possible de la pensée de Gilbert Durand que d'une application passive. Je n'aime pas trop les applications qui visent à valider des hypothèses. Je pense que les hypothèses de Gilbert Durand sont tout à fait consistantes, mais je préfère parler en termes métaphoriques d'interaction, d'enrichissement réciproque d'hypothèses de travail. D'ailleurs, cette brève présentation a un lien de continuité avec celle que vous avez écoutée ce matin de Sun Chongyin, Madame Durand. Et donc, c'est une belle occasion pour avoir justement un peu une vision plus complète des extensions possibles de la pensée durandienne en Chine. Et donc, je vais commencer par vous présenter un peu quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai adopté l'épistémologie durandienne dans mes études d'exégèse et de philologie sur la Chine classique du 4e, 3e siècle avant notre ère, qui représente vraiment l'âge axial de la pensée chinoise. Je vais insister sur le fait que justement la pensée durandienne, l'épistémologie durandienne m'a permis d'insérer la pensée chinoise dans une histoire universelle des idées, dans une histoire de la philosophie générale. Parce que normalement, il y a toute une tradition sinologique, mais également savante dans le monde occidental où on tend à exclure l'imagination de la conceptualisation de la philosophie. Donc, je me suis amusée à faire un jeu de mots out. Donc, je vais justement expliquer quelles sont les implications durandiennes pour la sinologie. Et je vais surtout, ça c'est le point le plus important, le plus original de ma recherche, je vais vous expliquer rapidement comment je suis arrivée à appliquer, surtout à me servir des catégories durandiennes pour introduire dans la pensée chinoise une sorte de néologisme, une sorte de concept opérationnel, notamment le concept d'hypophysique, qui m'a permis d'analyser la pensée chinoise non plus en termes de manque par rapport à l'ontologie occidentale et à la métaphysique occidentale, mais en termes de singularité, d'originalité et de valeur, grâce justement à l'axiologie de Gilbert Durand qui met en valeur l'imaginaire. Je ne pense pas avoir le temps de vous présenter, d'analyser des textes. Je les ai mis là. Donc, ce sont deux extraits qui illustrent mes propos d'une manière très claire. Je ne pense pas que j'aurai le temps de les analyser avec vous. Ça sera un plaisir pour moi de le faire dans une autre occasion. Alors, pour vous éveiller un peu votre intérêt avec une note d'humour, je vais vous dire que j'ai été étudiante pendant très longtemps avant d'être professeure, c'est le destin des professeurs, et que je n'ai pas connu Gilbert Durand, les études de Gilbert Durand dans l'académie. Et ça, c'est un hommage que je rends aussi à l'Université Saint-Paul. Mais c'est un moine zen d'origine française qui m'a dit « Si tu veux comprendre l'Orient et la Chine, il faut commencer par lire Gilbert Durand ».
Donc j'ai découvert aussi moi-même un peu tard Gilbert Durand après ma thèse de doctorat que j'avais donc préparée à Paris. Mais commencer tôt, comme Sun Chong l'a dit ce matin, commencer trop tôt, ce n'est pas forcément commencer au bon moment. Donc c'est grâce, disons, à la clairvoyance zen que j'ai pu connaître Gilbert Durand. Passons maintenant, je vais vous introduire maintenant le questionnement de fond de ma démarche qui a inspiré l'adoption de la méthodologie durandienne. La démarche, le questionnement de fond trouve sa synthèse brillante et magistrale et représentative d'autres positions savantes de notre tradition humaniste dans le monde occidental qui consiste à bannir la Chine, l'Orient, l'Extrême-Orient de la pensée philosophique, de la pensée abstraite, justement à cause de la présence d'images, d'imagination, d'images linguistiques et également d'éléments visuels dans l'argumentation de la grande philosophie, et cela malheureusement en termes de manque, avec un jugement de valeur, parce qu'on pourrait dire que la pensée chinoise est une pensée qui comporte une pratique de la spiritualité, etc. Mais ce type d'hypothèse que vous voyez, donc, qui a trouvé par exemple sa formulation, c'est chez Deleuze et Guattari, implique, entraîne automatiquement un jugement de valeur négatif par rapport à la grande tradition philosophique occidentale qui parle grec, allemand et français. Et qui donc était un peu excluse justement de cet effort de rationalisation. Donc c'est pour réagir à ce type de propos que j'ai commencé à m'intéresser à appliquer Gilbert Durand. Gilbert Durand, les positions méthodologiques de Gilbert Durand m'ont en effet permis de commencer à déstructurer, limiter, modérer une opposition qui était vraiment de nature dichotomique, qui présente des éléments de vérité parfois, mais qui, telle qu'elle est, elle devient vraiment culturaliste, entre un Occident dominé par la lumière de la rationalité et un Orient ténébreux, mystique, à mi-chemin entre le pragmatisme et la poésie. Et tout cela, naturellement, en termes de manque, parce que nier le don de la conceptualisation et de l'abstraction à un peuple, à une tradition millénaire, c'est un jugement très fort. C'est un jugement de valeur très fort qui comporte des conséquences anthropologiques aujourd'hui inacceptables. Dans un monde uni où nous avons besoin de plusieurs catégories pour créer plutôt des passerelles intellectuelles. Donc, Gilbert Durand m'a permis de dépasser un peu cette grande muraille entre les deux blocs qui dominait également pas seulement la sinologie, mais un peu également les imaginaires sociaux, la réception vulgarisée de l'Orient et de l'Occident. En effet, donc, le dépassement révolutionnaire opéré par Gilbert Durand de la dichotomie entre rationalité et imaginaire a représenté dans les années 60 une véritable transformation de la pensée et mérite donc d'être injecté également en sinologie. C'est assez curieux parce que cette grande muraille entre un Occident dominé par la rationalité et un Occident dominé par la rationalité et un Orient dominé par les ténèbres, en termes métaphoriques, est encore reprise aujourd'hui par plusieurs sinologues qui sont vraiment même très célèbres, des grandes étoiles de la sinologie. Donc ce n'est pas seulement du côté extra-sinologique que cette grande muraille a été bâtie, mais c'est des grands sinologues, historiens, philologues qui par ailleurs ont apporté des grandes contributions à la connaissance de la Chine, adoptent encore, d'une manière inconsciente ou non, cette opposition. Ce qui m'intéresse en particulier de la démarche de Gilbert Durand, c'est ce qu'il appelle le sémantisme de l'image. Pendant très longtemps, ceux qui ont fait des compromis, les philosophes occidentaux, les savants qui ont fait des compromis avec l'image, qui la tolèrent, qui la considèrent comme acceptable, lui donnent quand même une valeur accessoire à la
conceptualisation. L'image est acceptable, la métaphore est acceptable, mais à condition de la dépasser. C'est un outil qui permet de rationaliser, mais c'est un outil provisoire, auxiliaire de l'abstraction, de la conceptualisation. Donc, vraiment, le point le plus révolutionnaire qui me paraît de la pensée de Gilbert Durand, c'est le fait de ne pas accorder un statut purement accessoire, provisoire, intermédiaire à l'image, mais l'image en tant que telle, l'image en soi, est porteuse d'un sens profond qui exprime déjà une vision du monde et de l'homme. Et surtout, l'image n'étant pas tout de suite révélatrice de vérité, mais elle représente un mode de communication indirect, elle sollicite la tâche, le travail herméneutique, le travail d'interprétation. Alors, en effet, lorsqu'on dit que la pensée chinoise est imagée, comporte des images, etc., il y a une partie de vérité, parce qu'on trouve dans les textes chinois, je m'occupe surtout de la tradition pré-bouddhique, mais récemment, j'ai également adopté, je me suis intéressée également au bouddhisme. Il y a plusieurs images langagières dans les textes classiques. Il y a des métaphores, il y a des allégories, il y a des récits. On trouve également des magnifiques récits d'expériences oniriques qui sont tout à fait liés également aux structures intellectuelles. Et puis il y a toute une dimension sacrée, parce que la différence moderne, la ligne de démarcation moderne qui a été tracée entre l'aspect, disons, spirituel et religieux, l'aspect philosophice ne retrouve pas dans la Chine de l'Antiquité, pas plus que dans d'autres cultures. Ce sont des catégories très modernes qui révèlent des combats, des discussions, des polémiques modernes, mais on ne retrouve pas cette ligne de démarcation nette justement entre la dimension du sacré et donc la philosophie. Donc, en sinologie, comme je le disais, même des grands auteurs comme Gernet, par exemple, qui est un grand historien, qui a été au Collège de France, et Han Chen, qui lui succède, considèrent encore que justement la pensée chinoise ne peut pas aspirer au titre de philosophie parce qu'elle comporte toute une dimension imaginative. Et considèrent encore donc l'image comme une sorte d'obstacle épistémologique, pour reprendre un peu la terminologie de Bachelard. À cette péjoration de l'imaginaire contre laquelle a lutté Gilbert Durand à partir des années 60, se conjugue aussi en Chine avec un autre paradigme autant dangereux, notamment celui d'une sorte de déterminisme linguistique, inspiré de loin de l'hypothèse Sapir-Whorf, selon lequel il y aurait une relation de cause à effet entre la langue et l'écriture qu'on parle et la pensée qui en s'ensuit. Et puis, donc, je n'ai pas le temps, bien sûr, de développer cet aspect-là, mais l'image, puisque l'écriture chinoise n'a pas atteint le stade du phonétisme pur, elle est jugée comme trop concrète, trop proche du monde des images pour pouvoir exprimer des vérités abstraites et objectives. Ce qui est un véritable contresens, parce qu'aujourd'hui, on a traduit toutes sortes de textes de philosophie, de mathématiques, les Chinois sont à l'avant-garde, donc qu'une étude empirique permet de déconstruire complètement cette hypothèse. Et puis l'absence de cadre d'une morphologie, ce n'est pas une langue flexionnelle sur le plan oral, aurait également découragé le développement des cadres logiques. Voilà, tel est le jugement par exemple de Jacques Gernet, grand historien par ailleurs. Voilà, donc cette dépréciation de l'image va jusqu'à la dépréciation de la langue et de l'écriture chinoise qui aurait un côté concret. Trop concret pour pouvoir élaborer une pensée abstraite. Je vous dis juste en passant, parce que je n'ai pas le temps de vous faire des exemples, que contrairement à une idée reçue, les pictogrammes sont très limités dans l'écriture chinoise, les idéogrammes qui expriment des idées aussi. Aujourd'hui, le 97% des caractères chinois sont des idéophonogrammes. Une partie indique le son, l'autre partie indique le sens.
Et déjà dans l'Antiquité, autour de l'an 100 de notre ère, dans un des premiers dictionnaires étymologiques de la Chine, autour du 100 après notre ère, le nombre des pictogrammes et des idéogrammes était très limité. La plupart étaient déjà des idéophonogrammes, donc avec une partie qui indique la sémie, le sens, et l'autre partie, la phonie, la manière un indice sur le son. Voilà. Alors, je passe maintenant à mon exploitation d'une articulation très célèbre que je n'ai pas le besoin de vous rappeler. L'articulation que Gilbert Durand a énoncée dans les structures anthropologiques de l'imaginaire et qui a été reprise un peu partout dans le monde entre le fameux régime diurne et régime nocturne de l'image. Donc je vous rappelle que dans ce régime diurne, selon cette structure du schéma hiérétique, c'est la dominante est de nature posturale, et ce régime-là est associé à la vision, à l'œil et à la libération de la main sur le plan phylogénétique. Les archétypes de ce régime sont la lumière, l'air, les armes héroïques, etc., et puis les symboles. Donc le soleil, l'œil du père, l'échelle qu'on retrouve dans beaucoup de représentations. Là, c'est juste un petit rappel. Et là, il y a un point justement qui m'a interpellée, à partir duquel j'ai disons, singularisé la pensée de Gilbert Durand pour la mieux utilisée dans la pensée chinoise pour pouvoir produire des catégories plus proches de la pensée chinoise. Donc, dans cette représentation du régime diurne et nocturne de l'image, Gilbert Durand insiste également sur le fait que l'œil ou regard sont toujours liés à la transcendance. Et c'est là le point qui a déclenché chez moi toute une série de réflexions et de recherches sur lesquelles j'ai travaillé. Et j'ai produit à ce sujet une monographie. Donc, l'œil ou regard sont toujours liés à la transcendance. J'ai eu une réflexion à ce sujet, et voilà un point de spécificité culturelle, indépendamment des invariants anthropologiques. Si la distinction entre régime diurne et nocturne de Gilbert Durand permet d'étudier avec cohérence une série d'images et des manifestations de l'imaginaire, par contre, le regard et l'œil sont sollicités en Chine fortement dans le régime nocturne. Voilà comment je suis arrivée à pour ainsi dire, il faudrait une autre métaphore peut-être, mais à dépasser l'articulation entre régime diurne et nocturne, parce que j'ai constaté dans les textes chinois que l'œil, par contre, intervient fortement, est omniprésent dans le régime nocturne de l'image. Et alors, j'ai fini par introduire toute une série de catégories basées sur le visuel, notamment les maîtres chinois de l'Antiquité affichent dans leurs textes, dans les classiques, un intérêt profond pour toute une dimension de la réalité, une dimension authentique, un substrat authentique du réel, qu'il convient de nommer ni intelligible, ni visible, ni sensible, mais que j'appelle hypovisible. Un intérêt très fort pour les signes menus, pour les indices d'origine divinatoire aussi, pour les signes précurseurs, révélateurs, pour le signe de la graphie, pour toute une série pour tout un substrat de gestes, de signes même non verbales ou qui appartiennent au régime du verbal, qui sont corrélés à une dimension hypophénoménale, c'est-à-dire qui se manifestent d'une manière limite, d'une manière très modérée pour les sens. Et puis, cette dimension-là, visibilité, disons, minimale, je l'ai... donc, relève du physique, attention, relève du physique, pas du monde métaphysique, de sorte que j'ai introduit dans mes recherches la notion d'hypophysique pour décrire non pas une dimension intermédiaire, mais une dimension qui, en tant que telle,
est porteuse d'un sens profond, qui n'est pas une sorte de limbe mentale qui créerait une sorte de passage entre la conceptualisation et l'imagination. C'est vraiment le discours de fond des maîtres chinois de l'Antiquité, le plus souvent, porte sur une dimension qui est à visibilité limitée, donc hypophénoménale, hyposensible, qui construit toute une hypophysique qui ne transcende pas donc le monde physique entièrement, mais qui s'intéresse aux signes menus, qui s'intéresse à la graphie, aux signes révélateurs, aux amorces, aux états incoactifs des actions, des phénomènes. Le sage est celui qui est clairvoyant et qui est en mesure d'interpréter toutes ces dimensions hypophysiques qui ne se donnent pas l'œil de l'homme ordinaire. Et qui donc relève du physique sans être en même temps une métaphysique complètement abstraite. Porteuse de sens, au sens de Gilbert Durand, parce qu'on n'a pas à la réduire ou à la considérer comme une étape intermédiaire. Elle est déjà en tant que telle vraiment la base, la vérité ultime, je dirais même, de la réflexion chinoise, de l'Antiquité. Et donc, j'ai représenté ça donc, pour le régime diurne-nocturne. J'ai mis les nuages, le brouillard et puis la lune. Et donc, il y a comme une sorte de dynamique qui se met en œuvre dans les textes. Ça, c'est un diagramme que je me suis amusée à construire entre donc, l'hypovisibilité, dont les hexagrammes aussi, du I Ching, qui se montrent, qui se laissent savoir seulement à un sujet qui était capable, dans une relation de résonance et de similarité, de les interpréter et qui construisent donc le fond de la pensée chinoise, l'aspect singulier de la pensée chinoise que je nomme hypophysique, donc pour éviter de rechercher une catégorie qui n'existe pas à l'époque pré-bouddhique, notamment la catégorie de métaphysique. Donc seul le sage, seul l'homme éclairé est en mesure d'accéder à cette dimension-là par un regard qui n'est pas un regard concret seulement, où il y a vraiment un flottement de sens entre le propre et le figuré. Il regarde, parce que les nuages se montrent, parce que les signes dans le ciel ont une visibilité minimale, mais il l'interprète. Il dépasse cette dimension, disons, purement sensible, purement physique de l'homme ordinaire. Donc on assiste là, dans cette hypophysique, à une métaphorisation tout à fait systématique de la vue, de la perception visuelle. Et également, pour conclure en termes un peu, disons, durandiens, il n'y a dans l'hypophysique aucune vraiment rupture ontologique entre l'imagination et le processus cognitif. La réflexion du sage sur l'hypophysique intègre à la fois des processus de nature intellectuelle et de nature imaginante. C'est à la fois de la pensée imaginante et qui est étroitement liée aux structures intellectuelles de la pensée. Et donc voilà comment je renverse, avec une image finale, la fameuse allégorie de la caverne de Platon. On a toujours, pendant des siècles, mis les Chinois dans les ténèbres de la connaissance, dans les ténèbres du mal par rapport à la Grèce. Et alors, voilà, je me suis amusée dans un temple à illustrer cet exposé en mettant les Chinois dans la lumière, au-delà de la grotte de la caverne, par leur hypophysique. Voilà. Et donc, comme je dois conclure, tout cela a donné naissance à une monographie sur la vision dans l'imaginaire et dans la philosophie de la Chine antique, que ma meilleure étudiante du département de philosophie de l'Université de Montréal a dans ses mains pour le montrer. Et puis, j'ai plusieurs publications que je ne vous montrerai pas. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de vous faire savoir qu'au département de philosophie de l'Université de Montréal, j'ai également monté tout un séminaire depuis longtemps sur l'imaginaire chinois et la philosophie, où j'utilise largement comme cadre théorique les catégories de Gilbert Durand et aussi de Jung et de Bachelard.
Et donc, parmi les achèvements de ce travail collectif des étudiants, je vais également citer un numéro du périodique ITAC, où ont été publiés, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un intérêt, où ont été publiés justement les meilleurs travaux des étudiants au sujet de l'imaginaire chinois, de la philosophie en termes durandiens. Et donc, par pur hasard, j'ai rencontré ce matin Marion Vargas, qui donc travaille également dans ce projet comme assistante de recherche. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que Mme Guiglione a réussi à nous tenir très, très bien éveillés. Hein? C'était très vivant, sa présentation. Je la remercie beaucoup. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Et si vous avez une question, levez la main et je vous prête mon micro. C'était d'une clarté tellement éblouissante. Il n'y a pas de côté noir. Alors, c'est une comparaison que j'aimerais peut-être entendre entre l'hypophysique et l'espace qu'on nous a montré ce matin, l'espace imaginal comme tel. Ben, justement, l'espace imaginal, d'après ce que j'ai compris, est un espace qui est intermédiaire entre le sensible et l'intelligible, si j'ai bien compris. Par contre, cette hypophysique-là n'a pas à être mise en relation ni avec une intelligible, ni plutôt avec un sensible, mais il n'y a pas vraiment cette rupture épistémique dans la pensée chinoise ancienne avant l'introduction du bouddhisme, qui a construit une métaphysique en termes complètement particuliers. Donc, il y a une grande question en philosophie chinoise sur la question de savoir si les Chinois de l'Antiquité ont élaboré ou non une métaphysique. C'est une question qui applique les catégories occidentales à la pensée chinoise, qui est quand même légitime parce qu'on a le droit de comparer, mais disons, l'élaboration de ce concept d'hypophysique auquel voilà, vous pouvez faire passer d'ailleurs les textes. Il y a 2 exemples textuels qui montrent, qui expliquent mes hypothèses, que je ne vais pas lire avec vous. Donc, c'est vraiment un espace qui n'a pas à être réduit ou reconduit ou mis en relation avec une métaphysique ou un intelligible. Il n'y a pas cette rupture-là. Ça représente vraiment la dimension authentique sur laquelle se penche le regard du sage. Pourquoi il y a Pourquoi ? Pour quelles raisons ? L'une des raisons, c'est que la rationalisation chinoise, la pensée chinoise, dérive d'une pensée, disons, divinatoire, qui avait une forte attention pour le signe menu, dont justement les hexagrammes, les signes de la divination. Donc une des raisons, c'est ça. Puis ça peut être également l'écriture. L'écriture chinoise, on peut pas c'est un constat très, très, très banal, très simpliste, quand même demande une clairvoyance particulière. Donc il y avait la classe des lettrés uniquement qui avait l'accès justement à l'écriture, mais ça demandait toute une sorte d'attention visuelle, d'observation, que j'appelle ça observation mystique. Parce qu'il s'agit de décrypter plutôt que de contempler. On ne contemple pas un objet, mais on décrypte, on interprète. Donc pour toutes sortes de raisons, il y a vraiment cette attention pour le signe menu, mais qu'on n'a pas à reconduire à une autre dimension, parce qu'on ne l'a pas fait, tout simplement parce qu'on ne l'a pas fait. Et certains confondent le métaphysique avec le surnaturel, mais en termes philosophiques, c'est différent. Donc parfois on lit, la pensée chinoise a conçu de métaphysique, mais ça veut dire... Bien sûr, il y a tout un substrat sacré, surnaturel, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle métaphysique en philosophie. Ouais. D'autres questions? Oui. Merci beaucoup, c'était passionnant. Quelle divergence ou convergence il y aurait entre cette pensée de l'hypophysique chinoise et une pensée de l'hypophysique peut-être alors occidentale, si on peut appliquer le mot, c'est-à-dire qu'il se retrouverait dans la pensée prémoderne, soit dans l'alchimie, soit l'ésotérisme, est-ce qu'il y aurait plus de différences
Ou est-ce que la métaphysique ici joue un rôle très important? Voilà, c'est une question relationnelle, de réseau de relations. C'est-à-dire, il y a sûrement la possibilité de reconstituer une hypophysique dans le monde occidental. Ça, je suis d'accord. C'est une dimension qui existe. La différence, c'est que cette pensée-là, ça rime ou en tout cas interagit ou est dans un cadre théorique où il y a également présent une métaphysique très forte, une tradition métaphysique qui a scindé le monde intelligible du monde sensible. Donc c'est plutôt une question contextuelle. Dans la Chine pré-bouddhique, il n'y avait vraiment pas d'intérêt pour la définition d'un être en tant qu'être, indépendamment de ses singularités et spécifications particulières. Certains se limitent à dire qu'il y avait une cosmologie, un discours purement cosmologique, en reprenant quand même le paradigme négatif de Platon, selon lequel donc Glaucon, qui était son frère, se limitait à regarder en haut le ciel, ce qui était physique, sans aller au-delà du physique et rester donc, pour ainsi dire, dans la caverne. Donc, c'est vraiment une question de contexte intellectuel. Le contexte intellectuel est différent parce c'est une pensée autonome qu'on peut analyser, mais sans la réduire, c'est-à-dire l'universel n'exclut pas, et l'invariant anthropologique n'exclut pas la spécificité culturelle. Il y a les deux. C'est intéressant de mettre en exergue les deux. Donc, il y a des éléments tout à fait de nature universelle qui sont des invariants anthropologiques, mais c'est aussi une question de quantitative, en termes axiologiques, la valeur, l'importance accordée à cette dimension-là est prédominante dans les textes chinois. Donc c'est une question vraiment axiologique. Bon, je voudrais tout simplement remercier très chaleureusement Anna Giglione pour son excellent exposé sur la pensée chinoise. Donc en tant que chinoise et épouse de Gilbert Durand, je suis doublement donc émue et très vraiment, je trouve que Gilbert sera aussi très content d'apprendre le contenu de votre discours. Donc merci beaucoup et toutes mes félicitations. Et puis j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je le dirai après. Voilà. Merci beaucoup et puis merci à vous. Et j'ai tout appris des autres.